Plume lance maintenant sans beaucoup, le cohésion, mais toute la journée a été gaspillée et TL tuto à présent ranger la pièce. Oui, en regardant ces pages, je pense que la balance penche en faveur d'une plume d'acier. Le black qui est vraiment trop doux, la vieille espingole trop éléphantesque. Voyez comme ceci est net KMI 6 septembre quand s'en vont les visiteurs, je ne suis plus qu'une loque, mais je reste avec une envie, qu'à parler. Les phrases roulent sur ma langue et vraiment il m'est impossible de les débiter pour la délectation de ma belle-mère et de Flora, qui se sont remises en route pour le Carrington et Partridge sont en route pour Chidingley, les Sangères en route pour la colline d'Acham et quant à Lytton, il envisage de se mettre en route pour ici. Nous avons eu hier soir l'entretien que nous préméditions, là-haut Ralph était, tendu sur le lit. Une transformation s'opéra-t-elle sur son visage à mesure qu'elle parlait d'une manière énergique, mesurée, impersonnelle? Les choses ne se sont pas déroulées d'une manière satisfaisante, à mon avis, etc. Ralph n'a pas opposé plus de résistance qu'un troupeau de moutons, ce qui est désarmant, de même que de le découvrir si enthousiaste en secret pour la Hogarth Press qu'il ne puisse envisager une autre carrière. Il semble qu'on en vienne tout naturellement à faire de lui notre imprimeur. Nous prendrons Whittle pour associé, et nous repartirons ainsi à tout jamais. Ralph est prêt à envisager que ce soit à tout jamais, si nous le sommes et si les questions d'argent peuvent être résolues. Il est évident qu'il devra vivre à Londres. Carrington va passer outre à ses infidélités, ce qu'elle fait sans desserrer les dents. Elle va peindre, mais ne sera plus jamais une jeune femme. Nous avons eu une grande séance de bavardage lundi Ménard, Nessa, Duncan, les Sangères. Mais comment pourrais-je reproduire la conversation? Ce fut une réussite malgré un temps gris et incertain. Ménard va faire construire une maison. Anne et Duncan en tireront un revenu pour 10 ans. Ce sera un hôtel parfaitement agencé, situé dans un champ au-delà de Béanstalk, la nuit appartement, avec 8 salles de bain, cuisine, C, disposées autour d'une cour. Bref, un roman de Peacock en pierre, qui se remplira vite de personnages. Il ne fait aucun doute que nous avons réarrangé la vie presque complètement. Nos parents n'étaient que des amateurs à ce jeu, descendir dans la tombe sans avoir poussé le ressort des tiroirs secrets. Ménard, outre qu'il est notre plus grand économiste, a pour maîtresse une Harcourt, et ses compagnies, New York, avait publié l'édition américaine de Monday Tuesday en novembre 1921. 7 mots après celle de la Hogarth Press et vraisemblablement avaient exprimé leur intérêt pour les livres à venir de W. Florida a déjà été fait mention de ce que la chambre de Jacob traversait l'Atlantique, voire plus au 11 juin 3 août 1922. Mais c'est là la première allusion à la maison d'édition qui allait devenir et rester celle de VW en Amérique. Béanstalk-Lan était un tronçon de l'ancienne route de Finis, qui courant au pied des collines s'étendait jusqu'au sud de Charleston. Ce projet fantaisiste ne devait mener à rien. 458 septembre 1922 danseuse et, en ce moment, prépare la mise en scène d'un ballet de Mozart, avec 13 souples danseuses. Rencontre le directeur du Coliseum, est expert en matière de contrat, connaît les caractéristiques de chaque danseur, et peut tout vous dire des amours à l'école impériale de ballet à Saint-Pétersbourg. Puis d'un convoi danser avec Lydia, et quant à Roger, n'est inutile d'énumérer toute la liste, car c'est toujours le même argument qui ressort que nous avons maîtrisé l'art de vivre, et que c'est très passionnant. Ne vais-je pas me mettre à fabriquer des papiers de couleur? Les épreuves de la chambre de Jacob m'arrivent tous les 2 jours et, à y regarder de près, un sérieux découragement me guette. À le relire, cela me paraît mince et futile, et je m'attends à ce qu'on me dise que j'ai écrit là une gracieuse fantaisie sans grand rapport avec la vie réelle. Comment savoir? Toutefois la nature m'accorde obligeamment l'illusion que je suis sur le point d'écrire quelque chose de bon, quelque chose de riche, de profond, d'inspiré, qui aura la dureté du fer, mais aussi l'éclat du diamant. J'ai terminé Ulysse, et je trouve que c'est un coup manqué. Le génie n'y manque pas, certes, mais il n'est pas de la plus belle eau. Le livre est diffus, il est saumâtre, il est prétentieux, vulgaire aussi, et pas seulement au sens ordinaire, mais au sens littéraire. Je veux dire qu'un écrivain de grande envergure respecte trop l'art d'écrire pour vouloir truquer, choquer, faire de l'épate. Il me fait penser tout au long à quelques collégiens au cuir épais, du genre de Henri Land, disons, plein d'esprit et d'énergie, mais si imbu de lui-même et si égoïste qu'il en perd toute retenue, donne dans l'extravagance, la pose.
devient tapageur et se fourvoie tant qu'il éveille la pitié des gens bienveillants et l'agacement, tout au plus, des gens sévères. On espère que cela lui passera, mais avec Joyce, qui a 40 ans, c'est bien improbable. Je n'ai lu le livre qu'une fois, et pas très attentivement, et c'est très obscur, de sorte qu'il est fort possible que ces mérites m'aient échappé plus que de raison. On se sent assailli de toutes parts par une grêle de petits plombs, mais on ne reçoit jamais une blessure mortelle en plein visage comme il arrive avec Tolstoï, par exemple, encore qu'il soit complètement absurde de comparer Joyce et Tolstoï. Jeudi 7 septembre à peine avais-je écrit cela que elle est venue me remettre une très intelligente critique d'Ulysse, parue en Amérique, dans La Nation 8, qui, pour la première fois, analyse sa signification et lui donne assurément une plus grande portée que je ne lui en avais attribuée. Cependant, je persiste à croire qu'il y a du bon et une vérité durable dans les premières impressions, et je ne récuse pas la mienne, quitte à relire certains chapitres. Sans doute la beauté définitive d'une œuvre écrite échappe et le contemporain, mais il devrait au moins, je trouve, tomber à la renverse, et cela je ne l'ai pas fait. Il est vrai que je résistais à dessein, et puis aussi que les louanges de Tom m'avaient piqué au vif. Nous avons eu 3 belles journées, et peut-être même en aurons-nous 4 ou 5. Le jardin est dans son beau, la grande plate-bande est couverte de fleurs. Lydia Lepokova était passée par l'école impériale de ballet, à Saint-Pétersbourg. Elle devait danser dans un divertissement sur une musique de Mozart, Sérénade en sol, au Coliseum en juillet 1923. Dans La Nation de New York, du 30 août 1922, sous la signature de Gilbert Seld. Septembre 1922 couleurs vives, dont les corolles se touchent presque, il en riel, dînant à désherber une allée. Le soir à 7h30, quand il fait beau, elles ont l'air phosphorescentes, paraissent diffuser la lumière. Mais il est trop froid pour vagabonder à la nuit, et je regrette assez, hélas d'avoir à partager mon feu et à abandonner mon fauteuil ce soir, car les sangères doivent venir. Tous 3 entrent majestueusement. Dora du moins clopine. Et si j'aime la jeunesse au début, cette pauvre Daphne s'avère quand même un gros morceau. Ses parents lui prêtent inutilement beaucoup trop d'attention, et elle nous envoie tout promener, perplexe, exaspérée, et pas d'un commerce agréable, la pauvre. Vendredi 8 septembre pendant son séjour ici, Mrs. Wolfe m'a dit qu'au mariage de Philippe elle avait demandé à plusieurs reprises la signification de l'expression lune de miel. Monsieur Sturgeon la lui a maintenant fournie, ce que peuvent se raconter les gens au mariage. Elle a déclaré, me voilà de nouveau errant sur la terre. Si je trouvais quelqu'un pour m'accompagner, j'achèterais une roulotte. Maintenant, après avoir eu 10 enfants, il faut que je vive dans 2 pièces, à South Kensington. Léonard ne supporte pas de boire le lait avec la peau. Personne ne le supporte dans la famille. Je l'ai bien lu dans les yeux de Mrs. Wolfe, dit Lottie. Merveilleux trait de psychologie. Flora m'a appris que l'on mange des champignons en Suède. On en mange de tout, sauf des champignons rouges. Elle en a trouvé un vert, et l'a jeté. C'était un des meilleurs. Mrs. Wolfe dit que la Suède est un pays qui a un fameux coup de fourchette, qu'on y pense trop à la nourriture. Chacun de ces propos m'a paru très significatif sur le moment, mais je serais bien en peine de voir pourquoi. Les Sangères sont venus hier soir. Les opinions de Charlie en matière de littérature me paraissent curieusement séchées tranchées. Il a parlé des langues, du latin et de l'allemand. J'ignore pourquoi il se trouve que les gens qui ne sont pas écrivains n'ont jamais qu'un os desséché à Vosmire, quel que soit leur savoir. Il a une très piètre opinion de Proust, et ne pense pas d'ailleurs qu'on puisse écrire un roman psychologique en français. Du français, il saute au latin, à l'allemand, au russe, mais ses perches sont de bois sec. Mardi 12 septembre, il y a 1 heure que Liton est parti, et je suis encore assise ici, incapable de lire ou de me ressaisir tant 4 jours de conversation m'ont réduite à une épave. Nous avons eu les Sangères une fois, Chanqui hier soir, et nous avons fait marcher nos langues à qui mieux, un vent aigre chasse des éclats de soleil. Dimanche, il pleuvait comme il vient de recommencer à pleuvoir à l'instant. Une fois de plus j'ai dit à Liton que j'essaierais de noter ses propos, ceux qu'avait déclenché une conversation sur Boswell. Voyons, dit Liton, je ne tiens jamais de propos mais on vous dit spirituel, répliquai-je. Liton avait évidemment lu Mrs. Stralek 9. Liton avait dû lire Souvenirs et anecdotes sur Samuel Johnson, par Flest et Lynch Piozzi, Londres, 1786. Et peut-être aussi Autobiographie,
correspondante et œuvre posthume de Mrs. Piozzi, Thrale, Londres, 1861, 460 Sépithelm, 1922. Et puis nous parlâmes de Gibbon, qui traite d'une manière superbe de l'avance des barbares. Un soir, Lytton nous donna un exposé complet du système pénitentiaire, basé sur des rapports qu'il avait lus minutieusement, avec compétence et une sorte d'intelligence politique qui m'impressionne. Il aurait fait un admirable souverain d'une province de l'Inde. Mais comme toujours, nous avions un sujet de prédilection, auquel nous ne fîmes pas faute de revenir. Ralph et Carrington ont de questions à régler, celle de R.I.V. Dobré, qui s'est installé à Londres, et celle de Ralph et son gagne-pain. Les deux accablent ce pauvre Lytton, qui se sent dans la situation d'un père, est légèrement épris, et n'en voit pas moins, avec son honnêteté d'esprit habituelle, toute la fausseté et les inconvénients. Ralph s'en remet trop à lui aussi pour ce qui est de la Hogarth Press, s'entend, car il se refuse à discuter de ses affaires de cœur. Et Lytton, inquiet et prudent comme il est, voit combien il serait facile de se fourvoyer et d'en venir à rompre toute relation. Nous discutâmes donc des possibilités qu'ils achètent Suffield, que nous allions nous installer au 38 Brunswick Square, que Ralph s'établisse dans une ferme, qu'ils aillent vivre à Boulogne, afin que Lytton puisse écrire des indécences. Peut-être Lytton était-il déprimé, mais nous n'avons à peu près rien dit de nos œuvres. Pas un compliment ne fut échangé. Je suppose que c'est une atmosphère plus saine que l'autre, elle n'est pas tout à fait aussi agréable. Puis Shank est venu hier soir, petit bonhomme au nez camus dans un visage informe de papier mâché manquant totalement de tempérament si l'on en croit Lytton qui s'est montré très taciturne. Nous avons parlé boutique, sans jamais lâcher le sujet. Il me soutient que le suppli du Times ne paie aucun de ses collaborateurs. Jack Squire, dit-il, est en train de devenir raide comme un piquet à force de moralité. Que quelqu'un dise dans la rue, voilà une jolie fille et Jack devient cramoisi. Shank prétend même qu'il a quitté le London Mercury parce que Squire a refusé de donner une critique d'Ulysse, que j'ai prêté à Shank 12. À n'en pas douter, Mrs. Shank et Miss Outcasford ont quelque peu trempé là-dedans. Mais j'en ai conclu que Shank ne prend pas Squire aussi au sérieux que nous l'avons cru. Cependant je doute que nous poussions beaucoup plus loin nos relations avec un homme à l'esprit aussi peu rigoureux. Il m'a dit qu'il me donnerait des murs. Personne n'a pu deviner ce qu'il pensait au juste de sa soirée. Mardi 26 septembre, quantité de choses se sont passées sans que je les consigne ici. Nous n'avions encore jamais eu un été aussi mondain. Parfois j'ai l'impression qu'au cours de ces mois, au lieu d'avoir dormi dans la pénombre d'une chambre, je suis restée toute la nuit debout au grand jour. Clive et Mary sont venus. Mary en bas de soie gris n'aurait pu sauter un fossé, se montra très aimable, me dit qu'elle aimait les longues prisons anglaises d'aujourd'hui. Rapport du comité d'enquête sur le système pénitentiaire, établi en Fanvie, SR 1919 par le bureau de recherche du Parti travailliste. Les Wolf avaient déjà vendu Suffield House qu'il avait acheté en même temps que Hogarth House à 1920. L'idée de retourner s'installer à Brunswick Square, dans la maison où ils avaient vécu avec Adrian Steffa, Maynard Keynes et Duncan Grant avant leur mariage en 1912, se présenta plusieurs fois à eux. Le dernier numéro du London Mercury a porté la signature d'Edward Shank fut celui de mai 1922, mais Shank continua d'y collaborer. Septembre 1922, 461 promenade, s'assit par terre, chanta les louanges de Clive et m'invita plus ou moins à Wittring. Morgan est venu vendredi, Lytton samedi. Ma conversation avec Tom mériterait d'être couchée par écrit, mais ne le sera pas, car le jour baisse, et d'ailleurs on ne peut reproduire une conversation, comme nous en sommes convenus l'autre jour à Charleston. Nous avons beaucoup discuté d'Ulysse. Tom dit que Joyce est un écrivain purement littéraire. Il procède de Walter Pater, avec une touche de néonnement. Je dis qu'il était viril, un vrai bouc. Mais JC ne m'attendait pas à ce que Tom fût de mon avis. Tom le fut pourtant, et dit que Joyce laissait de côté bien des choses importantes étaient, que l'ouvrage marquerait une époque parce qu'il détruit tout ce qui représente le XX siècle, qu'il ne laisse même pas à Joyce de quoi écrire un autre livre, qu'il montre la futilité de tous les styles anglais. Tom y voit certes de très belles pages, nienne en une vaste conception qui n'entrait d'ailleurs pas dans les intentions de Joyce. Pour Tom, Joyce a pleinement réussi ce qu'il entendait faire, mais il n'ouvre aucun nouvel aperçu sur la nature humaine, ne dit rien de neuf, comme il arrive à Tolstoï. Bloom ne nous apprend rien.
D'ailleurs, dit-il, cette nouvelle méthode de révélation psychologique porte en soi la preuve qu'elle n'opère pas. Elle nous en apprend beaucoup moins que ne le fait souvent un simple coup d'œil lancé de l'extérieur. Je dis que j'avais trouvé Pandénie, de Thackeray, beaucoup plus révélateur en ce sens. Les chevaux paissent en ce moment tout près de Nia Fenêtre et la chevêche lance son appel, si bien que j'écris des bêtises. De là, nous passâmes à Sitwell, qui se limite à explorer sa propre sensibilité, crime impardonnable aux yeux de Tom, à Dostoïevski, dont nous reconnûmes qu'il est la ruine de la littérature anglaise, à Saint-Saëns. Cet imposteur un désastre pour l'instant parce que sa forme n'est pas au point, et qu'elle ne laisse même rien augurer de bon. H dit qu'il faut maintenant être un très grand poète pour être poète tout court. Quand il y avait de très grands poètes, les poètes mineurs profitaient un peu de leur rayonnement, ils n'étaient pas sans valeur. De nos jours il n'y a plus de grands poètes. À quand remonte le dernier demandai-je, et il me dit qu'aucun de ceux venus après Johnson ne l'avait intéressé. Il estime que Browning est paresseux, qu'ils sont tout paresseux, et que Macaulay a gâché la prose anglaise. Nous convînmes qu'aujourd'hui les gens ont peur de la langue anglaise. Il prétend que cela provient de ce qu'ils sont livresques tout en ne lisant pas assez. On devrait étudier soigneusement tous les styles. Il trouve que D.H. Lawrence se distingue de temps à autre, surtout dans La Verge d'Aaron 17, son dernier livre, qu'il a de grands moments, mais qu'il est un écrivain extrêmement incompétent. Bien que capable de s'accrocher fermement à ses convictions, le jour commence à manquer 7h30, après une vilaine journée de pluie. Walter Pater, 1839, 1894, critique et prosateur raffiné, considéré comme le maître de l'esthétisme anglais, surtout célèbre pour son roman Marius l'Épicurien. Le cardinal John Henry Newman, le plus jeune et le plus remarquable des frères Sitwell, voire plus haut. 17 juillet 1922 Note 2, Sacheverell n'avait jusque-là publié que de la poésie, il devait par la suite étendre le champ de ses activités d'écrivain. John Millington Sage, 1871-1909, le dramaturge qui s'inspirait pour ses thèmes de la vie des paysans irlandais. Aaron Sroud avait paru le 17 juillet 1922. À l'Orerny 27 septembre une conversation qui fera date se déroule en ce moment à portée de mes oreilles. Je crois que les dédements vont s'en aller et que Desclements est en train de le dire à elle, mais pour en revenir à nos moutons. Pendant que Tom et moi discutions au salon, Morgan écrivait un article en haut, ou bien passait furtivement, humble, se confondant en excuses, grassouillait comme un enfant, mais l'œil très pénétrant. Tom a une tête tout en largeur et tout en os comparée à celle de Morgan. Il conserve encore un je ne sais quoi du directeur de collège, mais je ne jurerais pas qu'ils n'eussent pas de rouge à lèvres. Après Joyce nous en vînmes toutefois aux questions délicates, la souscription en faveur d'Eliot, pour finir par conclure, après avoir louvoyé, nous être montrés pleins de tact, embarrassés, que Tom ne quittera pas la banque à moins de 500 livres, et qu'il lui faut des garanties, non des promesses. Aussi, le lendemain matin, quand arrivèrent la lettre et la circulaire d'Ottoline proposant 300 livres et un engagement de 5 ans, j'ai dû lui télégraphier de tout arrêter et puis rédiger une longue lettre pour lui expliquer mes raisons, plus une autre à Tom pour lui demander de confirmer mes dires. Me voilà donc doublement dans l'embarras, et je ne doute pas de me faire échauder de part et d'autre. Quant à la fin de semaine, elle fut froide et orageuse. Nous fîmes une promenade sur les collines. Tom nous quitta après le dîner. Alors nous nous blottîmes frileusement dans la maison, et Morgan se montra très communicatif, bavard, sans affectation, raconta des histoires sur des amis et fredonna ses petits couplets. Tom lui demanda de collaborer au Criterion. Il m'impressionna par sa totale modestie, qui repose peut-être sur une considérable confiance en soi. Les compliments ne le touchent guère. Il trouve grand plaisir à écrire son roman, mais refuse d'en discuter. Il y a quelque chose de trop naturel pour un écrivain, sans doute, de mystique, de naïf, mais aussi une intuition d'enfant, cela oui, et quelque chose de viril et de décidé aussi. Il vient de faire un séjour chez Hardy, qui sacrifie aux vanités de ce monde et se montre aux petits soins pour les critiques. Il s'est plaint du Spectator, qui lui est hostile, dit-il, parce qu'il connaît Lytton et que les cousins se sont querellés 19. Puis en est venu à son cimetière pour animaux, et à je ne sais quelle histoire concernant des chats tués sur la voie du chemin de fer. Bref, ce brave Hardy est parfaitement ordinaire, agréable, conventionnel,
Ne dis jamais rien d'intelligent, prends des lieux communs sur ces livres, prends le thé au presbytère, a une excellente santé. N'aime pas les visiteurs américains et ne fait jamais mention de la littérature. Comment vais-je pouvoir arranger cela pour sa notice nécrolo mercredi 4 octobre, notre dernière journée entière? Du point de vue du temps, l'été s'est montré tout à fait décevant. Prometteur, il n'a pas tenu ses promesses. Nous n'avons pas eu cette belle journée consécutive, mais quelques-unes éparses ça et là, au milieu du voir VW, de l'été, numéro 1289, adressé à T.S. Eliot, et 1290, à Lady Ottoline. John Saint-Locke Strachey, cousin de Lytton, était le propriétaire et le directeur du Spectator, avait employé Phaeton et James, mais désapprouvait entièrement leur pacifisme pendant la guerre. Il s'était aussi livré à une violente attaque contre éminents victoriens. VW reprit en détail ses commérages sur Hardy dans une lettre à Jeannette Cass, écrite pendant le séjour de Horstey à Monkfloos, voir VW, Light l'été, N 1288 11 ARD, de la pluie, du vent et sous des ciels couverts comme ceux de Londres. La Romaine était trop souvent boueuse pour que je puisse l'emprunter, et souvent retendu rouler le tonnerre quand je me promenais, effrayé, Grisle se sauvait curant pour regagner la maison comme si le bon Dieu allait s'écarter de son titi pour faire du mal à un faux extérieur bâtard sur les collines de Rodmel. Mais discute pas de ces choses-là. Je crois que le jardin n'a jamais été aussi beau, et avons eu une bonne récolte de pommes et de poires, et des petits pois il y a un jour rituellement parlant, nous avons progressé au sein de la société de Rodmel un jour, au presbytère. J'ai été frappé par la passivité des Philistins. Ils semblent, ou moins vivants que les intellectuels. Monsieur Shank et Monsieur Hogg sont tous deux bien pâles, bien inconsistants et insignifiants. Mrs. Outcasford continue à serre la campagne à Londres, dit, pour la 20e fois, qu'elle est bien contente d'avoir conservé le tennis. Bien qu'on y ait mis le pony à paître pendant la guerre, prend des airs languissants et m'offre les cigarettes de Shank. Puis je n'aime, est-ce jeune gens mal élevé ce Hogg, par exemple. Ils me paraissent toujours grognons et conventionnels, et ils parlent argot, ce qui cache le peu de réalité qu'ils peuvent avoir. Revoilà bien arrogante et sûre de moi, mais c'est que Brass m'a écrit hier. US pensons que la chambre de Jacob est une œuvre très belle et d'une extraordinaire distinction. Vous avez évidemment une manière très personnelle et il n'est pas de prévoir combien de lecteurs le livre obtiendra, mais il aura certainement enthousiaste, et nous nous faisons un très grand plaisir de le publier enfin. À peu près ce qui était dit. Comme c'est le premier témoignage que je reçois quelqu'un d'impartial, je suis contente. D'abord, il semble que le livre fasse une impression, pris dans son ensemble, et qu'il ne se réduise pas à un simple artifice glacé. Nous pensons le publier le 27 octobre. Je crains que Duckworth en veuille un peu, mais je sens venir ma liberté. C'est vrai, je crois, et je de toute sincérité non pour impressionner le public, que je vais aller de l'avant et soucier de ce que peuvent dire les gens. Moi, du moins, j'aime lire ce que, il me semble que cela fait plus étroitement encore avec moi qu'auparavant fois, j'ai accompli ma tâche mieux que je m'y attendais. Mrs. Dalloway, le cours de chaussée sont terminés, j'ai lu 5 chants de l'Odyssée, Ulysse, et je que maintenant à Proust. J'ai lu aussi Chaussée et les Pestons. Il apparaît donc un an que mon projet de mener 2 livres de front est réalisable, et puis lire dans un but précis. Je n'ai promis qu'un seul article au supplément litté, les essais 2, et cela, à la date que je voudrais, de sorte que je suis libre. Je vais maintenant lire assidûment du grec et commencer le Premier ministre vendredi. Je lirai la trilogie, un peu de Sophocle et d'Euripide, un des dialogues et puis aussi les vies de Bentley et de Jeb IV. À 40 ans, je commence Lettre de Donald Brass était datée du 20 septembre 1922, et VW la paraphrase ici légèrement. Gérald RTH, qui avait publié les 2 premiers romans du VW, avait accepté de renoncer à son option sur La chambre de Jacob, afin de permettre aux Wolf de le publier eux-mêmes. L'ouvrage étant un peu pour eux, ils en confièrent l'impression à un imprimeur d'Édimbourg, article de VW sur Modern English Essay, présenté par Ernest Rie, paru dans le TLS du Libre 1922 de l'Oresti. Des Chilieux et les lettres de Sir Richard Claverhouse Jebb, 1841-1905, humaniste connu surtout pour ses traduits Sophocle, avait été publié par les soins de Caroline Jebb, sa femme. En 1907,
111 111 milliards 111 111 111, octobre 1922. À savoir comment fonctionne mon cerveau, comment en tirer le maximum de plaisir et de travail est le secret, je crois, est de toujours s'arranger pour que le travail soit agréable. Fatidique octobre. Nous voilà de retour, assise au coin du feu à Hogarth. Je viens de lire les premiers chapitres de Bentley. Grisel est perché sur les genoux de Elle, Boxall, le petit chat, ainsi nommé pour lui assurer les bonnes grâces de Nelly, vient heureusement de quitter un instant les miens, sans quoi je ne pourrais écrire. Mais la journée a été gâchée pour moi, c'est si étrange par la mort de Kitty Max, et maintenant je pense à elle, couchée dans sa tombe, à Gunby, et à Léo rentrant chez lui, et à tout le reste. J'ai appris cela par le journal. Je n'avais pas revu Kitty depuis, je crois, 1908 sauf à l'enterrement du vieux Davis, et alors j'ai fait semblant de ne pas la voir, ce qui me désole maintenant déraisonnablement sans doute. Je n'aurais jamais pu rester en relation avec elle, elle n'essaya jamais de me voir. Et pourtant, ces vieilles amies qui meurent sans un signe de notre part, ce qui commence à arriver souvent, cela m'attriste et me donne un sentiment de culpabilité. Je regrette de ne l'avoir jamais rencontrée dans la rue. Mon esprit n'a pas cessé d'en revenir à elle toute la journée avec cette étrange persistance qui lui est propre. J'ai d'abord pensé à la manière dont elle est morte subitement au 33 Cromwell Road. Elle avait toujours eu peur des opérations. Puis je l'ai revue, elle ses cheveux blancs, ses joues roses, sa façon de s'asseoir très droite, sa voix aux intonations caractéristiques, le plancher bleu-vert qu'elle avait peint de ses propres mains, ses boucles d'oreilles, sa gaieté mais sa tristesse aussi, son élégance, les larmes qui lui restaient sur la joue. Non que je me sois jamais sentie très à l'aise avec elle, mais elle était très charmante, très drôle. Elle s'est fiancée à Saint-Yves, et Toby crut que c'était Paddy qui parlait à son fils. Ils s'assirent sur le banc près de la serre dans le coin des amours. Toujours est-il que je n'ai cessé de revivre ce jour-là en esprit. 6. Samedi 14 octobre, j'ai été interrompue, et maintenant Kitty est enterrée et pleurée par tous les grands de Londres, tandis qu'ici, je pense à mon livre. Kitty a basculé, très mystérieusement, par-dessus une rampe d'escalier. Pourrais-je jamais me remettre à marcher, dit-elle à Léo, et au docteur, je ne me pardonnerai jamais mon étourderie. Comment est-ce arrivé? Quelqu'un le sait probablement et, avec le temps, je finirai par l'apprendre. Nessa éprouve des regrets, mais prétend que la rupture vient de Kitty. C'est bien attristant que cela se soit terminé ainsi, a-t-elle dit. Kitty Max mourut le 4 octobre 1922, des suites d'une chute chez elle, à Londres, et fut enterrée auprès de sa sœur Margaret, dont le mari, Stephen Massingby, était propriétaire de Gunby Hall, à Gunby Bur dans le Lincolnshire, le 7 octobre 1922. Léopold Max, que Kitty avait épousé en 1890, était le propriétaire et le directeur du mensuel politique National Review. Le vieux Davis était le père de Margaret, le révérend John Llewellyn Davis. Son enterrement avait eu lieu à Flamstead le 22 mai 1916. Cette évocation se retrouve dans les contributions de VW au Memoir Club et 22 Hyde Park Gate écrit en 1920 et dans une esquisse du passé, en 1940. Voir VW, Instant de vie, Stock, 2006. Un service à la mémoire de Mrs. Léo Max furent célébrés à la Sainte Trinité le 11 octobre et de nombreuses personnalités y assistèrent. De l'ambassadeur de France à George Duckworth 466 octobre 1922 déjeuner et solité en sa compagnie jusqu'à la fin des temps, et Whittal, tout cela s'additionne. Nous projetons d'aller Tidinarche dès que le présent coup de feu sera passé, et nous éhercherons nos solutions. Quant à mes prévisions sur l'accueil fait à Ja, Oli, quand dire, je pense que nous vendrons 500 exemplaires, et qu'ensuite la vente se ralentira, pour arriver à 800 en juin. Dans certains milieux, le livre s'attirera de grands éloges pour sa beauté, ailleurs, il sera dénigré par les gens qui demandent des personnages bien humains. La seule critique dont je m'inquiète est celle du Suppiagnoli, non parce qu'elle sera la plus intelligente, mais parce qu'elle sera la plus luée que je ne puis supporter d'être publiquement démolie. La Westminster Gazette se montrera hostile, et la Nation aussi, très probablement. Mais je suis parfaitement sincère lorsque je dis que rien n'ébranlera ma décision de continuer, rien n'altérera mon plaisir, et donc, quoi qu'il arrive, bien que la surface puisse être agitée, le tréfonds demeure imperturbable.
Mardi 17 octobre. Puisque ce journal doit offrir un graphique de Ni Progrès, je me hâte d'y consigner ceci. Premièrement, une lettre de Desmond, qui en est à la moitié du livre, et dit « Vous n'avez jamais écrit aussi bien. Je suis émerveillé, je suis intrigué » ou des choses de ce genre. Deuxièmement, Bunny téléphone avec enthousiasme que c'est superbe, de beaucoup ce que j'ai écrit de mieux, plein de vitalité, et d'une grande portée. Il demande aussi 36 exemplaires, et dit que les gens réclament déjà le livre à grands cris. Cela n'a pas été confirmé par les libraires que Ralph est allé voir. Ils n'en ont pas vendu 50 aujourd'hui. Mais il reste les bibliothèques Est-Près et Saint-Quin-Marchal. Dimanche 29 octobre. Miss Merribut vient de partir, et j'ai trop la tête à l'envers pour lire 12. Autant vaut donc que j'écrive ici, ne serait-ce que pour mon amusement futur. Je veux dire qu'après avoir subi le feu roulant de la conversation et le harcèlement toujours éprouvant des gens qui aiment ou n'aiment pas la C2J, je ne puis fixer mon attention. La critique du Times a paru jeudi longue, plutôt tiède à mon avis, disant qu'on ne peut créer des personnages de cette manière, assez flatteuse tout de même. Et bien entendu, j'ai eu une lettre de Morgan me disant tout le contraire, une lettre que j'ai préférée à toute. Nous avons vendu 650 exemplaires, je crois, et j'ai demandé une seconde édition. Mes impressions, mélangées comme toujours. Je n'écrirai jamais un livre qui connaisse un succès sans réserve. Cette fois, les critiques sont contre moi, et les particuliers enthousiastes, ou bien je suis un grand écrivain, ou bien je suis une idiote. Le Daily News n'y range parmi les la critique, non signée, de la Chambre de Jacob, paru dans la Weekly 47 Estmitiste Gazette du 15 novembre fut, en effet, parfaitement hostile. Mais Forstered, dans Nation et Athénaeum du 4 novembre, bien que déconcerté par la forme du livre, reconnaissait en VW un écrivain entièrement original. Merribut, 1890, 1937, auteur et bohème, se fit probablement à l'instigation de Carrington qu'elle envoya son livre 5W, et fut invité pour le thé, voire VW, de l'été, II, numéro 1278 et 1307, la critique de la Chambre de Jacob parut dans le TLS du 26 octobre 1922, veille de la sortie du livre. Dans sa lettre datée du 24 octobre, Morgan Pontet écrivait « Je suis sûr que c'est bon », et il poursuivait en félicitant personnage en tant que personnage. VW d'avoir su maintenir l'intérêt du lecteur pour Jacob, pour son j'estime que c'est une création prodigieuse. Novembre 1922. 467 sensualiste entre deux âges. La O'Malley Gazette passe sur moi, comme quantité négligeable. Je m'attends à passer inaperçu ou à être tourné en dérision. Et alors qu'adviendra-t-il de notre deuxième mille? Jusqu'ici, c'est vrai, le succès a dépassé de beaucoup nos espérances. Je suis satisfaite pour l'instant, comme je crois ne l'avoir encore jamais été. Morgan Litton, Yeni, Violet, Logan, m'ont écrit dans l'enthousiasme. Mais je voudrais en avoir fini avec tout cela, qui colle à moi comme le parfum de Meriua. Je n'ai pas envie de faire le compte des compliments ni de comparer les critiques. Je veux réfléchir à Mrs. Philippe, tout Dalloway. Je veux préparer ce livre mieux que je ne l'ai fait des autres, et en tirer le plus qu'il m'est possible. Je crois que j'aurais pu boucler plus solidement Jacob si j'avais su prévoir, mais j'ai dû m'ouvrir moi-même un chemin à mesure que j'avançais. On semble que Jacob doive me rapporter de surcroît du succès en société. Je suis invité mardi chez Lady Colfax, pour entendre une conférence de Valérie, invité aussi chez Miss 116. Tout ce monde m'est favorable maintenant, pour quelque temps, et grâce à Logan, j'en ai peur. Et en ce moment j'ai bien envie de tenter la chance, encore que cela doive être à mes propres conditions, vêtu comme il me plaira et à l'heure que je voudrais. Je ne puis raconter en détail la visite de Whitall, mais notre situation ne fait que se compliquer. Il est évident qu'avec Ralph tel un bourdon dans notre ruche, nous ne pouvons envisager sérieusement de continuer à publier. Whitall a l'air nerveux d'un lévrier. Il est américain, sérieux, prosaïque, et voué à faire de l'argent. Dans quelle mesure souhaitons-nous faire de l'argent avec lui? En tout cas, le travail et le souci que représente la publication d'un livre long m'ont amené à la décision de ne pas recommencer avec le système actuel. Nous irons à Tidmarsh la semaine prochaine pour expliquer notre point de vue. Carrington dit que Litton est extrêmement désireux d'arriver à un arrangement et que l'incertitude met à rude épreuve les nerfs de Ralph.
Pourtant ce jeune homme si nerveux ne fait jamais mine de nous rendre les services les plus naturels. C'est elle qui doit faire les paquets tous les matins. Ralph ne prend jamais le train ni plus tôt ni plus tard. La matinée de jeudi, il l'a passée chez le tailleur. Mais chez Whitall, il y a cet élément américain qui n'inspire pas confiance. Bref, cela nous tracasse. Et les clameurs des élections commencent à remplir les journaux. Elle a une chance d'être élue. Nous nous sommes lancés dans de grandes choses, mais pourquoi pas? N'ai-je pas élaboré il y a quelque temps une philosophie qui se réduit à ceci, que l'on doit toujours aller de l'avant? Mardi 7 novembre, me voilà sans doute hors des remous, et il faudrait vraiment que je cesse de m'agiter. Le plongeon n'a rien offert de bien sensationnel. Les critiques ont dit plus de mal que de bien de moi, dans l'ensemble. C'est curieux comme je m'en soucie. Le Daily News du 27 octobre 1922 titrait « Livre et auteur. Nouveau roman de Monsieur Arnold Bennett. Sensualiste entre deux âges. » La Palmali Gazette, de la même date, une impressionniste. Paul Valéry. Dans Instant de vie, suis-je une snob? VW laisse entendre qu'elle refusa de le rencontrer chez Lady Colfax, mais elle s'y rendit, voir VW, de l'été, II, numéro 1311, est-elle 100, 1873, 1962, peintre d'origine américaine. Élève et grande amie de Sicker, était riche et sociable. Elle vivait tantôt en France, tantôt à Londres, dans sa demeure de Chelsea, où elle recevait libéralement. Le gouvernement de coalition de Lloyd George était tombé le 19 octobre. De nouvelles élections devaient y avoir lieu le 17 novembre 468, un chef-d'œuvre. Les éloges les plus chaleureux me sont venus des lecteurs. Jules Civirléa, peu et curieux comme il m'importe peu Clive voit dans Iliorésan et seul. Il semble reconnaître que j'ai accompli là ce que dans ni autres livres j'y me préoccupe alors. Je voudrais m'empoigner avec le 10 juin si c'est bien le nom que Parution Remontement était prêt d'accomplir. Mais cela ne se vend guère, à 10 juillet, non que cela n'y préoccupe beaucoup NLO, ni Help, Litzik. Qu'est-ce donc aucun que je lui donnerai? En attendant, pour m'empêcher de nier Ranger, je reçois des invitations. Nous sommes allés chez Logan la semaine dernière, et là, j'ai rencontré Purell Lubbock, que je n'avais pas revu depuis 12 ans. J'étais assise à côté de lui, chez les Smith, le soir où Lytton m'a demandé en mariage. Je me souviens d'avoir vu un ruissellement d'azalées rouges au centre de la table du dîner, mais pas grand-chose d'autre. Lady Grose, non identifiée, était, en retard Purell, tout pâle. Percy est toujours pâle, mais inoffensif et vieillissant. J'ai été rassurée par ses bottines fatiguées. C'est un homme lent, bon, mélancolique. J'ai tourné autour de lui en courant pour lui planter des banderilles dans les flancs, et nous allons l'inviter à dîner. Il y avait aussi Mrs. Hammersley qui se souvenait de mon père et des Duckworth, et je dois aller la voir, et voir Etelsan, et déjeuner avec Lytton à l'Oriental Club. Nous avons eu une fin de semaine orageuse à Tidmarsh, et je crains d'en être arrivé à la conclusion que Ralph doit s'en aller. Sa jalousie, sa déraison, combinée avec sa résolution bien arrêtée de convertir en un durable passe-temps ce qui est pour nous une profession, rendent la situation de plus en plus intolérable. Mais je le regrette, car j'aime Ralph, j'aime notre association. Mais par ailleurs, quel plaisir ce serait de prendre de l'expansion et de réussir, en admettant que l'on puisse trouver un jeune homme ou une jeune femme à l'esprit vif qui travaillerait d'arrache-pied. Hier soir, j'ai dîné pour la première fois dans l'appartement de Clive. Je vais maintenant revoir mon programme de travail, car je n'ai pas le temps de m'étendre sur l'étrangeté de ce dîner avec Nessa et Clive, pareil à ceux que nous prenions si souvent ensemble autrefois, un peu cérémonieux en surface maintenant, mais, par miracle, toujours intimes dans le fond, tous avec 40 ans et plus, tout prospère, et moi avec ce livre dont Nessa disait, ce que j'ai quand même trouvé bien agréable, qu'il était assurément un chef-d'œuvre. Lytton est venu plus tard, faisant paraître les choses encore plus étranges. Était-ce bien nous qui étions là, nous dont parlait le catalogue de Harcourt et Brass, en nous nommant chacun comme appartenant au groupe le plus brillant de Gordon Square, la célébrité, voyez-vous. Demain, mercredi 8, polir mon article sur les essais. Ensuite, je pense, essayer de faire une esquisse de Mrs. Dalloway, que je soumettrai à elle pour l'instant. Je vais me mettre à l'épisode de l'aéroplane, car il faut que je recommence à écrire autrement que dans ma tête. Je veux limiter la critique à 15 jours.
Ainsi, si cela me prend d'une semaine à 10 jours, et m'amène au 18 novembre, je devrais être prête à m'attaquer au chapitre du grec le 20 novembre, disons. Seulement je n'ai pas lu la moitié, ni même la 20e partie de ce que je voulais, à cause d'interruptions. Je hanche donc pour écrire ce chapitre par bribes. D'abord l'introduction et Bentley, Ellie Tréma, et qu'il a fallu les enterrer. Mais je ne puis n'y attarder sur cet incu-pays du vieux Varech. Inutile de dire eux les canards sauvages M11e et au 111 incident qui, en des temps plus calmes, auraient pu fournir quelque amusement. Car j'ai une véritable masse d'incidents à rapporter et qu'il n'y faut déjà voler du temps à Agamemnon. Une chronique de la Hogarth Press s'impose. Nous avions rendez-vous avec Whitall au club pour discuter de l'offre de Henman, et alors que nous l'attendions, nous surprîmes les propos d'une habituée, une de ces jeunes femmes aux vêtements râpés, affranchies, les cheveux courts, mais avec un petit visage aux yeux très vifs. Appuyée nonchalamment à l'accoudoir du canapé, elle bavardait avec Scott, qui buvait du thé. Elle lui disait qu'elle en avait assez d'enseigner et qu'elle désirait faire de l'imprimerie. On me prétend qu'il n'y a jamais eu de femme imprimeur, mais j'entends bien en être une. Non, je ne connais absolument rien au métier, etc. Lorsqu'elle pénétra dans le salon de correspondance, je la suivis, je me saisis d'elle pour la tirer dehors, et je lui appris que nous étions les propriétaires de la Hogarth Press. Hier elle est venue avec un ami, prendre le T7. Cet ami, que nous appelions par erreur Jones, est un certain Joa, membre du Club 17, philosophe. Un homme robuste et trapu, aux yeux très vifs et taurons, aux cheveux touchés de gris, sûr de soi, et faisant si grand cas de son intellect de bonne aloi, qu'il se croit dispensé de toute politesse et courtoisie, comme il en est souvent des jeunes gens de valeur. Il se renversa en arrière sur 2 pieds d'une de mes chaises, dévora un thé copieux et veilla de près aux intérêts de Marjorie, sur tous les points, car, de toute évidence, elle était prête à se livrer à nous pieds et poings liés, et à faire d'extravagantes promesses. Elle a pourtant reçu une éducation soignée, doit gagner sa vie et a écrit, selon Joa, un roman de tout premier ordre. Enfin, non, il n'est pas tout à fait terminé, dit-elle, étant beaucoup plus modeste et plus émotif que lui. Nous nous marierons en février, me dit-elle, lorsque nous quittâmes l'arrière-cuisine pour monter ici. Et j'ai bien l'intention de continuer à travailler une fois mariée. Pour l'instant, elle enseigne dans un cours pour jeunes filles, situé dans Gordon Square. Et qu'est-ce que tout cela donne au total? Je pense qu'elle a dans les 25 ou 26 ans, elle est vive, impulsive, mais avec aussi en elle un fil d'acier, qui lui vient de gagner sa vie et de son savoir, et cela représente un bien inestimable, qui donne du mordant à tout le reste. Bref, elle va peut-être accepter notre offre et en faire la tâche de sa vie. Puisque le ciel a semé tout naturellement cette graine en elle, nous n'aurons pas besoin de l'inciter au travail, elle s'accrochera à la tâche, je le vois, comme à sa propre chair et à ses os. Joa, qui déteste mes livres et adore l'œuvre de Beresford et qui enfonce virilement ses petites cornes dans les réalités, se révélera peut-être une 5. James Whitall avait éveillé l'intérêt des éditions Henman, qu'il employait comme lecteur, pour l'avenir de la Hogarth Press. William Henman, le fondateur de la firme, était mort, et le directeur général était alors Charles Evans. Il s'agit très probablement du compositeur Cyril Scott, 1879-1970. La jeune femme était Marjorie Tonson, 1900-1931. Elle était passée par la London School of Economics et vivait avec Cyril de Monsieur Joa, 1891-1953. Fonctionnaire au ministère du Travail et homme au cerveau et à l'énergie fertile qu'il consacrait à des sujets philosophiques et politiques sur lesquels il écrivait, et qu'il enseignait. On était marié et père de 3 enfants. Mais Marjorie usait de son nom comme s'il avait été réellement mari et femme tous deux. Marjorie Tonson enseignait au cours privé de Miss Peté, 55 Gordon Square. Outre les jeunes filles, on y acceptait aussi de jeunes enfants des 2 sexes, et Julien et Quentin Bell, entre autres, le fréquentèrent et Rambre 1922-473 après une épouvantable discussion touchant la Hogarth Russ, qui s'est terminée sur notre décision de nous séparer définitivement de Ralphonse. S'agissait des conditions qu'exigeait la Tidinarch Press, dont il devait s'occuper conjointement avec nous. Il insistait pour avoir un tiers.
Nous tinâmes par accepter, mais la discussion nous avait hérissés ainsi. Nel vient de dire que l'oranger était pourri, tout parvient jusqu'ici. Lottie fait la conversation pendant que j'écris. J'ai les idées trop brouillées pour rapporter quoi que ce soit. Cela vient en partie d'un dîner chez Clive, hier soir, où je devais faire la connaissance de la ravissante, brillante, aristocratique Sackville-Ouest. N'est guère à mon goût. Plus exigeant Rubiconde, moustachu, bariolé comme une perruche, possédant toute la souplaisance propre à l'aristocratie, mais non l'esprit de l'artiste. Elle écrit 15 pages par jour, vient d'achever un autre livre publié chez Zenman, connaît tout le monde. Mais pourrais-je jamais la connaître, moi? Je dois dîner là-bas mardi. En attendant elle, je vais continuer. 10h30 viennent de sonner par un de ces beaux soirs de décembre qui font suite à une journée ensoleillée et qui, j'ignore pourquoi, ne manque jamais de faire courir des ondes de choc remontant à mon enfance. Serait-ce que je vieillis et deviens sentimentale? J'ai constamment à l'esprit certains bruits que j'ai entendus quand j'étais enfant, à Saint-Yves surtout. Les façons de l'aristocrate rappellent celles des actrices, pas de fausse timidité, ni de fausse modestie. Une goutte tomba dans l'assiette de cet aristocrate-ci, qui l'attendait à Clive, et il demande de l'alcool à la main sur toutes les ficelles, me donne l'impression d'être vierge, timide, semblable à une écolière. Mais après le dîner, j'ai donné à petits coups mes impressions. C'est un vrai grenadier, et les dures belles viril à tendance au double menton. Ce brave Desmond broyait du noir comme un hibou éméché dans un coin, affectueux et content de me parler, je crois. Il fit allusion au français, qui admire Jacob et souhaiterait le traduire. Je continue de recevoir des lettres, et récolte plus d'éloges que jamais. Les vents trament toutefois, pas encore 1000, mais tant pis. Quant à Ralph, c'est une question dont je ne puis certes pas disposer d'ici le retour de elle. Pourquoi nous a-t-il mis tellement en fureur, elle et moi, en disant, de sa voix d'écolier boudeur, que si cette crise n'était pas intervenue, il aurait eu une agréable surprise à nous offrir à Pâques, quelque invention de Lytton, probablement. Je crois que c'est dans cette phrase qu'il faut voir l'essentiel de nos griefs. L'intimidation, les sbrouffes, que Lytton ait offert de nous graisser la patte par l'intermédiaire de ce goujat ridicule, naïvement persuadé que les écrits de Lytton résoudraient toutes les difficultés, alors que cela les complique. Pour autant que je puisse en juger, la disparition de Ralph nous laisserait plus de liberté, mais nous donnerait plus de travail. Il nous faudra trouver d'autres arrangements, mais la base serait saine, ce qui est l'essentiel. Si nous gardons Ralph, ce seraient des troubles constants. Il a laissé entendre qu'il aimerait pouvoir rompre. Et puis, il y a la question d'emprunter de l'argent à Lytton qui revient sans cesse, et l'effort évident qu'ils font pour consolider leur position. Il n'y aurait rien à redire à cela si Ralph n'était pas Ralph. Je l'imagine dans l'âge mûr, le voyant rigide, ossifié, répétant de plus en plus fidèlement la leçon qu'il a apprise de Lytton. Et s'il est vrai que je donnerais beaucoup pour m'associer avec Lytton, afin de produire de la littérature, il n'y a pas grand-chose à tirer de lui, sinon ses œuvres. C'est dire que je crois que ce sont nos propres mérites qui nous valent maintenant d'attirer les jeunes. 474 décembre 192, 4 jours après avoir mis pour la dernière fois de l'année d'âme, qu'à 19 décembre VW Dinage évita Sackville-Ouest. Tandis que Léonard dînait au coq, c'est-à-dire de cette période, ils ne consignaient rien, Sojourn, dans Fleet Street. Accompagnés de leurs bonnes, ils allèrent passer Noël à Montrose, mais en janvier 1923, l'un ni l'autre, ils regagnèrent Londres le lundi. Les Wolves, après un ivoile à Montrose, regagnèrent Londres le 1 janvier 1923. Et TV se rendit à Gordon Square pour y retrouver Nessa et ses enfants qui avaient passé Noël dans le Wiltshire, chez les parents de Clive. Le passage qui suit fut noté dans le cahier de 1922, cahier XI, mardi 2 janvier. Les Wolves, après un ivoile à Montrose, regagnèrent Londres le 1 janvier 1923, et TV se rendit à Gordon Square pour y retrouver Nessa et ses enfants qui avaient passé Noël dans le Wiltshire, chez les parents de Clive. Le passage qui suit fut noté dans le cahier de 1922, cahier XI, mardi 2 janvier. Si j'étais tricheuse, je daterais ceci du dernier jour de 1922, et il en est bien virtuellement ainsi. Nous sommes rentrés de Rodmel hier, et j'ai une de mes lunes aujourd'hui, selon l'expression qu'employaient toujours les infirmières avec moi. Et qu'est-ce au juste? Et pourquoi? Un désir d'avoir des enfants, sans doute, d'avoir la même vie que Nessa,
d'avoir l'impression que des fleurs s'entr'ouvrent autour de moi, spontanément. Voici Angelica, et voici Quentin et Julien. Voyons, les enfants, ne vous bourrez pas de pudding à vous rendre malade. Nous avons du monde à dîner ce soir. Il n'y a pas d'eau chaude. Il y a une fuite de gaz dans la chambre de Quentin. Je cueille au hasard ce que j'appelle des fleurs. Elles font paraître ma vie un peu dénudée parfois, et alors mon romantisme invétéré me suggère une image de moi-même en train d'avancer péniblement dans la nuit, souffrant au plus profond de mon être, stoïquement, luttant pour me frayer chemin jusqu'au bout de ma course, etc. La vérité est que mes voiles battent toujours autour de moi pendant les 2 ou 3 jours qui suivent mon retour, et tant qu'elles ne sont pas complètement déployées, je médite et je flâne. Et tout cela ne dure qu'un moment. Que je me fasse bien comprendre, que je me confesse une bonne fois sans me vanter. Il y a bien des années, après l'affaire Litton, alors que je gravissais la colline de Beyrouth, je me suis dit tout bas, ne prétends jamais que ce que tu n'as pas obtenu ne vaut pas d'être possédé, c'est un bon conseil, je trouve. Du moins, il me revient souvent à l'esprit. Ne jamais prétendre, par exemple, que les enfants peuvent être remplacés par autre chose. Et puis j'en suis venue à me dire, cette pensée est invariablement liée pour moi à Mrs. Freshfield 2. Je me demande pourquoi, en août 1909, 6 mois après la demande en mariage de Lytton Strachey, VW se rendit au festival de Beyrouth, en compagnie de son frère Adrien et de Saxon Sidney Turney, voir QB, I, page 244 à 245. Augusta Charlotte Freshfield, née Ritchie, était une tante de Molly McCarthy. Elle était morte en 1911, 476 ans. Aviez 1923 qu'il faut, tendre de toutes ses forces, Ril, comment exprimer cela, R pour elle-même, ou plutôt la refuser le pouvoir d'affecter notre vie personne cela, il faut s'en débarrasser, et miser sur les choses qui existent indépendamment. Peut-être suis-je devenu lâche et esclave de mes aises, et mon mécontentement ne de nous. Or c'est très difficile pour une jeune femme. Mais j'en ai tiré 46 hier soir 3 parce que elle m'a signifié sa désapprobation quand je lui ai en fait glace et maintenant que je suis mariée à elle, je n'ai plus à faire cet effort. Je ne viendrai-t-il pas, dans une certaine mesure, de ces impressions-là je n'ai mon âme si j'y prends plaisir. Peut-être ai-je été trop heureuse pour le bien de rentrer tard encore, tout à fait déraisonnable. Tu as le cœur maladais, degré téléphoné resté ma confiance sapée, je n'ai plus le courage de me risquer à contrarier sa vote l'ONCI, puis je réagis. La question est délicate évidemment, car on ne peut nier que migraine et des palpitations, et cela gâche le plaisir de elle, et lorsqu'elle est des envies avec quelqu'un a-t-on le droit de... Cela n'en finit pas. Et maintenant Apna avait tenté de dresser un bilan spirituel avant de m'attaquer au temporel, mais ce sera, comme toujours, par saut et par bond, d'une manière décousue avec tout au plus de petits tapotements du genre de ceux qu'un pharmacien inflige à ses bocaux, dans son officine, en indiquant brièvement un nom, parce qu'il sait bien, lui, ce qu'ils contiennent. À 50 ans, quand je me relirai, peut-être saurai-je ce que j'ai voulu dire. L'âge mûr, donc. Voyons, que ce soit le sujet de ma dissertation. Je crains que nous ne commencions à vieillir. Nous sommes très occupés et attachons une grande importance à l'heure. J'ai ma correspondance à terminer, me dit-elle aujourd'hui, et cela ne me fait pas rire. Je le prends au sérieux, mais il ne faut pas laisser ses passe-temps et plaisirs devenir l'objet d'un culte fétichiste. Elle pâtit, je crois, de son extrême lucidité. Il voit si clairement les choses que la nage en surface et les spéculations lui sont interdites. Et maintenant nous voilà pris dans un tel engrenage que nous ne pouvons faire autrement que de continuer. Il est facile, en dernier ressort, d'alléguer que nous sommes sous pression. Mais Nessa, qui pourrait aisément invoquer des obligations et circonstances, va d'une allure beaucoup plus libre que la nôtre. À Pâques, elle voyagera avec les enfants, par exemple. Il est vrai que nous sommes dans l'obligation de gagner de l'argent. Il nous faut une maison, 2 maisons, 2 bonnes, une presse à imprimer, une Tanson, un Ralph. Mais presque tout cela est à mon intention et pourrais-je honnêtement prétendre que je souhaiterais qu'il en aille autrement, si j'éprouve le besoin de certaines facilités matérielles, n'est-ce pas, surtout, afin d'avoir la possibilité d'écrire, et parce que les interruptions m'assomment, qu'elles alimentent mon feu d'un grossier combustible, j'en resterai là, sans conclure. Sur cette note d'interrogation elle indique un certain état d'âme qui revient fréquemment mais n'est pas souvent exprimé.
Notre vie est faite en surface de ces états d'âme, mais il traverse aussi une substance solide, Iri 3, au 46 Gordon Square où habitait sa sœur Vanessa. Nelly Boxall et Lothiop étaient employés à demeure chez les Wolves depuis 1916. Ralph Partridge, ami de Lytton Strachey, marié à Dora Carrington, apportait son aide à la Hogarth Press depuis octobre 1920. Mais son caractère et son comportement, de même que les interférences de Lytton Strachey, qui veillait de près aux intérêts de son ami, avaient fini par irriter les Wolves. Il venait d'engager Marjorie Tonson, dit Joa, pour le remplacer. Mais Ralph devait rester à la Hogarth Press jusqu'en mars, voir VW Journal, année 1922, Laurier 1923-477 dans laquelle je n'ai pas l'intention de me lier chemin du tranchant et de la pointe pour le moment. Ainsi s'achève l'année 1922, Caillexy dimanche 7 janvier le rideau se lève sur le seuil du Yves 50 Gordon Square. Nous y montions hier soir, chargés de nos sacs et d'un sabre cingalais. Il y avait Mary, Hutchinson, en pantalon citron avec ruban vert, et nous nous assîmes pour dîner de poulet froid. Arrive Roger, Free, Adrien et Karine, et nous nous maquillons et nous préparons tout à loisir pour le numéro 46. Cliff vécut le moment le plus glorieux de sa vie lorsque, Mary à un bras, Virginia à l'autre, il fit son entrée au salon qui offrait un ensemble bariolé, oriental. Avait-on un pouls normal à 70, en 5 minutes il grimpait à 120, tandis que le sang cessait d'être le liquide poisseux et blanchâtre qu'il est durant le jour, pour prendre un vif éclat et pétiller comme du champagne. Nous étions tout plus ou moins dans cet état. On entrait en collision, on s'esclaffait, on s'appelait par son prénom, on échangeait flatteries et compliments et on pensait, moi, du moins, à Shakespeare. En tout cas, j'ai pensé à lui lorsqu'on chanta. Nous aurions tout plu à Shakespeare ce soir, me dis-je. Non que Bourbeau si ce n'est pas jouer les chouettes rabat-joie, ayant quelque intime chagrin qu'elle montrait trop visiblement à mon goût. Et il y avait aussi un Darwin, lequel, non déguisé, au visage de bois, et eussait, près d'une table recouverte d'un cachemire à damier, l'air d'une couturière victorienne à la journée. J'eus la chance de me caser agréablement auprès de Frankie, Shepard, Bunny, Lydia, rien que des amis enfin. Mais de quoi avons-nous parlé? Je ne suis guère en mesure de le dire. Bunny me demanda d'être la marraine de son enfant, et un Belge souhaitait me traduire. Arnold Barnett me trouvait merveilleuse, tous éléments qui contribuèrent sans doute à ma gaieté. Gumbo, Marjorie Strachey, fit des variations sur des comptines et poèmes pour enfants. Lydia dansa. Il y eut des charades. Sicaire se produisit en harnais neuf. Nous étions tout pleins d'insouciance, de dons, d'amitié et récompensés, tels de bons enfants, en cela que nous devenions capables de nous amuser ainsi. Nos pères l'auraient-ils pu? Moi, portant les dentelles de ma mère, je contemplais dans le miroir ancien la tendre frimousse de gerboise de Mary et je m'interrogeais. Je n'affirmerai pas qu'aucun d'entre nous ait tenu des propos bien brillants. J'étais assise près de Sicaire, qui m'a plu alors qu'il parlait, à sa manière très ouvrier et pas du tout haute société, de la peinture, de Whistler, d'une opération à laquelle il avait assisté à Dieppe. Mais la vie vaut-elle tant de souffrance demanda-t-il. Béatrice, Bobo, Mayorne et Ménard's agents, voire plus loin, 12 février 1927, et Doris Anciel, né Youssef, voir VW Journal, février 1920, Frankie Birel, John Trossi des Shepard, Bunny Garnett et Lydia Lepokova la danseuse des ballets russes que Maynard Keynes devait épouser en 1925. David, Bunny, Garnett avait épousé Rachel Marshall en 1921. Leur fils aîné, Richard, Duncan, naquit le 8 janvier, 2 jours après cette soirée. Il ne fut toutefois jamais question sérieusement de baptiser l'enfant ni de lui donner une marraine, au sens strict du terme. Le peintre Walter Sicaire, 1860-1942, avait, dans sa jeunesse, été acteur. Élève et assistant de Whistler dans l'atelier de celui-ci, il devint plus tard son disciple et l'ami de Degas. Il vécut et travailla à Dieppe et à Venise. Durant son séjour à Londres, en 1905, il devint un des chefs du mouvement d'avant-garde. Sa seconde femme Christine Drummond-Angus, qu'il avait épousée en 1911, était morte d'un cancer chez eux, près de Dieppe. Peau bien brillant, j'étais assise près de Sicaire, qui m'a plu alors qu'il parlait, à sa manière très ouvrier et pas du tout haute société,
de la peinture, de Whistler, d'une opération à laquelle il avait assisté à Dieppe. Mais la vie vaut-elle tant de souffrance demanda-t-il. Béatrice, Bobo, Mayorne et Ménard's agent, voire plus loin, 12 février 1927, et Doris Anciel, né Youssef, voire VW Journal, février 1920, Frankie Birel, John Trocide Shepard, Bunny Garnett et Lydia Lepokova, la danseuse des ballets russes que Maynard Keynes devait épouser en 1925. David, Bunny, Garnett avait épousé Rachel Marshall en 1921. Leur fils aîné, Richard, Duncan, naquit le 8 janvier, 2 jours après cette soirée. Il ne fut toutefois jamais question sérieusement de baptiser l'enfant ni de lui donner une marraine, au sens strict du terme. Le peintre Walter Sicker, 1860-1942, avait, dans sa jeunesse, été acteur. Élève et assistant de Whistler dans l'atelier de celui-ci, il devint plus tard son disciple et l'ami de Degas. Il vécut et travailla à Dieppe et à Venise. Durant son séjour à Londres, en 1905, il devint un des chefs du mouvement d'avant-garde. Sa seconde femme Christine Drummond-Angus, qu'il avait épousée en 1911, était morte d'un cancer chez eux, près de Dieppe.